Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Dans cet épisode unique en son genre, je vous propose d'écouter l'expérience extraordinaire d'un navigateur en solitaire, Charlie Dalin. Si son nom ne vous est pas encore familier, sachez que Charlie a passé le premier la ligne d'arrivée du dernier Vendée Globe en 2020 et qu'il repartira ce mois de novembre 2024 pour gagner cette course autour du monde en solitaire et sans assistance. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plus d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace que de personnes qui ont terminé le Vendée Globe. Descendre les côtes africaines en bateau, affronter les mers du Sud, contourner le sud de l'Australie, puis l'Antarctique et revenir en France en longeant le Brésil, dans un bateau dont l'épaisseur de la coque en carbone ne dépasse pas 4 mm et dont le cockpit ressemble à un module lunaire. Vous vous rendez compte ? Alors quel est le rapport à la vie et à la durée de vie d'un aventurier de ce type ? À quoi est-ce qu'on pense quand c'est la tempête et qu'on est le plus loin de toute Terre que même la Station Spatiale Internationale ? Et comment le sport de voile se projette dans l'avenir comme un mode de transport du futur ? C'est un épisode passionnant que je suis vraiment très contente de vous partager. Alors merci pour votre écoute et à tout à l'heure. Donc, je m'appelle Charlie Dalin, j'ai 40 ans, je suis navigateur professionnel. Et donc moi, dans mon podcast, on parle de longévité. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'un marin peut faire après 40 ans ? En fait, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que donc tu as 40 ans et tu veux gagner. Et généralement, dans le sport de haut niveau, après 40 ans, c'est l'âge où on arrête de gagner, où on se retire, où tu vois, c'est un peu la fin, quoi. La carrière pro, en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, ça ? L'avantage de mon sport, donc la voile, la course au large en particulier, c'est que c'est un sport d'expérience et en fait, j'apprends tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et en fait, je progresse encore, même à 40 ans et j'apprends encore des choses et c'est un sport où la part de réflexion est quand même importante, quoi. Donc c'est de choisir la bonne voile du premier coup, d'aller au bon endroit. Ça peut pas être compensé par une VO2 max plus élevée, quoi. Il y a la partie choix. Il y a beaucoup de choix à faire sur les et c'est ça. Voilà, ça permet de compenser effectivement le l'âge qui avance. Après, voilà, on n'est pas éternel pour autant. Moi, je pense que j'ai une dizaine d'années encore à haut niveau devant moi. Voilà, après, c'est forcément un peu plus dur, hein, parce que ça reste quand même physique, surtout sur ces bateaux à foil là, qui ont des chocs très, voilà, c'est des bateaux qui sont violents avec des chocs très forts quand il y a de la mer. Bon, c'était pas le cas aujourd'hui, mais donc au bout d'un moment, forcément, il y a le physique, il est quand même important malgré tout, mais la part de réflexion, de décision est quand même assez majoritaire dans la discipline. Du coup, voilà, ça permet d'avoir des carrières assez longues, quoi. Moi, je suis passé pro très tard, hein, par rapport à beaucoup de sports comme je sais pas, comme la natation. Moi, j'ai commencé à être pro à 26 ou 27 ans, quoi. Donc c'est très très tard pour d'autres sports. Il y a certains sports, on est presque déjà à la retraite à cet âge-là. Et moi, ouais, exactement. Donc moi, j'ai commencé, je suis passé pro à cet âge-là, quoi. Donc ouais, c'est vrai que aussi il y a aussi là, avec l'âge, ça permet, avec la connaissance qu'on engrange au fur et à mesure des années, on peut passer sur des bateaux plus complexes. Moi, j'ai navigué 8 ans sur des petits bateaux de 10 mètres, beaucoup plus simples. Donc, dans la flotte, c'est le circuit Figaro, ça s'appelle. Tous les bateaux font la même taille. Ils font tous 10 mètres de long. Ils font le même poids et c'est vraiment le marin qui est mis en exergue, quoi, qui est mis en avant, les compétences du marin. Et une fois qu'on a fait ses preuves sur ce circuit, on peut passer par exemple sur le circuit IMOCA et après le circuit IMOCA, il y a le circuit ultime, donc ces bateaux encore plus grands qui font 32 mètres de long, où là forcément d'avoir de l'expérience, ça joue beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est vraiment c'est comme ça, c'est avec l'expérience au final qu'on fait la différence, qu'on arrive à compenser le physique, quoi.
Et donc le physique, qu'est-ce qui pêche en premier? Donc tu dis c'est les chocs. Donc est-ce qu'il faut construire des os plus lourds, faire du renfort lourd du coup pour avoir de la résistance musculaire, ou est-ce que c'est juste finalement apprendre à les encaisser? Ben, c'est vrai que une grosse partie de la prépa physique qu'on fait, c'est pour éviter de se blesser déjà. Si on tombe dans le bateau, si d'avoir en fait c'est la partie gainage est quand même très très importante sur le bateau quoi. De savoir de pouvoir bien se tenir quand le bateau bouge dans tous les sens, voilà, d'avoir d'être solide sur ses appuis pour pouvoir aussi fournir fournir un effort physique dans un milieu mouvant. Forcément, bah voilà, quand on fait des exercices par exemple sur un Swiss ball, bah on a toujours tout de suite l'impression d'avoir moins de force. Ouais. Et voilà, et là le bateau il bouge tellement dans tous les sens que voilà, le côté gainage, le côté réussir à concentrer l'énergie sur ce qu'on fait, c'est important. Donc ouais, le côté le plus important, c'est vraiment ce côté voilà, renforcement profond, les muscles profonds, des muscles posturaux. Ça c'est une partie importante. Après, je pense que ce qui pêche un peu le plus tôt, c'est peut-être la partie sommeil, parce que voilà, forcément, quand on est plus jeune, on récupère un petit peu plus vite, on a besoin peut-être d'un petit peu moins dormir, et voilà, forcément, voilà, avec l'âge, on va peut-être fatiguer un petit peu plus vite, mais après, j'ai pas l'impression d'être gêné encore, même à 40 ans, parce que encore une fois, l'expérience de savoir quand est-ce qu'on peut dormir, combien de temps, ça joue énormément, quoi. Donc voilà, entre un jeune, justement, presque un jeune, il va peut-être moins bien se connaître, donc il va peut-être un petit peu chien fou, il va essayer de passer en force. Ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de sports d'endurance, quoi. Et donc ouais, il va essayer peut-être d'y aller justement aller ouais, en force, peut-être moins dormir, de tenir, d'être un peu en lutte, quoi, de lutter contre soi. Moi, je suis plus à l'âge où j'ai l'expérience suffisante pour plus lutter contre moi-même, et voilà, j'accepte. Je sais qu'il faut dormir, je sais qu'on peut pas, voilà, on n'est pas surhumain, et il faut y arriver, quoi. En fait, c'est vrai que la course au large en solitaire, on peut comparer ça à des sports un peu d'ultra endurance où c'est souvent, c'est pas forcément les plus jeunes qui vont gagner, parce que voilà, il faut se connaître, et on met énormément de temps à se connaître, quoi. Moi, j'ai mis des années à savoir combien d'heures de sommeil et de minutes de sommeil il me fallait par 24 heures. Aussi, c'est savoir être à l'écoute, quoi. Savoir, est-ce que je suis fatigué? Oui, sûrement. À quel point? On récupère aussi beaucoup mieux la nuit que la journée. Voilà, donc les siestes sont un petit peu plus réparatrices la nuit, et quand la nuit arrive, bah moi je sais s'il faut que j'essaye de faire quelques petites siestes avant la nuit pour que la nuit se passe plus facilement. Et donc pour apprendre à mieux te connaître, tu fais comment? Est-ce que tu notes sur des carnets ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as des montres ou des gilets? Il y a des navigateurs qui nous ont parlé de gilets capteurs qui permettent de loguer un peu toutes les infos, ou est-ce que c'est juste mieux ressentir? Alors c'est beaucoup sur le ressenti, quoi. C'est vrai qu'on peut pas vraiment simuler à terre les conditions de navigation pour la partie sommeil. Donc c'est vraiment à force de faire des courses qu'on apprend à se connaître. Cela étant dit, moi je travaille avec le Centre européen du sommeil à Paris, avec le docteur Duforez. Donc on a fait des enregistrements en bateau, on a fait des polysomnographies à terre aussi, déjà pour voir s'il y a si j'avais des pathologies liées au sommeil comme l'apnée ou d'autres choses comme ça, donc pour vérifier que tout allait bien déjà à la base. Et après voilà, grâce à son expérience, on progresse beaucoup enfin ça permet d'accélérer un peu l'auto-apprentissage, quoi. Et j'ai des anecdotes assez drôles là-dessus, parce que donc j'ai fait des enregistrements avec des casques, des bacs connectés, avec tout un tas d'attirails, sauf que en fait, souvent ces capteurs, ils utilisent le mouvement comme un des critères de sommeil. Parce que bah, un bateau de course, ça bouge tout le temps. Et je me rappelle avoir fait une traversée entre le Brésil et la France, où en fait, donc je mettais mon casque pour dormir. À chaque fois que je me réveillais, il y avait marqué 0 minutes de sommeil. Je me disais, c'est pas possible, j'ai quand même l'impression d'avoir dormi. C'est dingue, je vais pas y arriver. En fait, le programme, enfin l'algorithme qui captait ça, en fait, comme il sentait des mouvements, pour lui, il y avait pas de sommeil, quoi. Donc c'est vrai que les systèmes qu'on peut avoir en mer sont pas forcément toujours super adaptés pour ça. Donc j'ai aussi porté des actimètres. On peut faire aussi d'avoir un actimètre accroché au bateau et un actimètre sur moi, comme ça
faut un peu comparer les mouvements et dissocier un peu les mouvements, mes mouvements à moi et les mouvements du bateau. Enfin, voilà, il faut bricoler un peu pour mesurer le sommeil sur le bateau. Mais et puis voilà, j'ai appris aussi des choses intéressantes, comme par exemple le sommeil lent profond. On peut pas l'atteindre en position semi-assise, quoi. Donc voilà, par exemple, quand on dort dans un train ou dans une voiture, quand on est passager, bien sûr, ou dans un avion, bah en fait, on peut pas atteindre le sommeil lent profond en position assise ou semi-assise, quoi. Même avec le dossier un peu penché. Par contre, c'est quand on dort dans ces conditions-là, par contre, on va faire du sommeil paradoxal. Donc en bateau, les deux sont bien. Donc c'est bien de faire du lent profond, forcément de temps en temps, parce que ça va permettre de faire une récupération musculaire. Et le sommeil paradoxal, bah, il est bien pour la récupération du cerveau. Et donc des fois, voilà, c'est juste le cerveau qu'il faut reposer, et même des fois juste fermer les yeux quelques minutes, même s'endormir, bah, ça aide à recharger un tout petit peu les batteries et voilà, et passer la phase où on peut pas dormir pour terminer cette phase et après pouvoir enfin dormir, quoi. Il y a beaucoup d'anticipation aussi, quoi. Il y a des fois où je peux pas dormir pendant 24 heures d'affilée. Moi, je sais que j'arrive à tenir à peu près 36 heures sans dormir du tout. Mais après, c'est un peu compliqué. Mais donc, s'il faut, je vais le faire. Mais ce que je vais essayer de faire au maximum, c'est anticiper au maximum le repos. Donc, si je vois que les conditions sont assez stables et que là, le bateau, il avance bien tout seul, que j'ai pas besoin d'intervenir souvent sur les réglages de voile, bah là, je vais enchaîner les siestes au maximum. Je tiens de source sûre que le Vendée Globe et d'une manière générale le business de la voile est super inquiet du vieillissement des plaisanciers et de la population de voileux, avec cette stat terrible qui est dans 10 ans, 50% des propriétaires de bateaux à voile auront décédé. Qu'est-ce que ça te... je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette stat? Bah ouais, c'est une stat ouais, c'est impressionnant. Ouais, je savais pas du tout. Ça veut dire que les propriétaires de bateaux sont plutôt âgés, du coup, j'imagine, Ouais. par définition. Après, c'est ouais la façon dont je vis. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeunes, de familles qui partent faire des tours du monde. J'ai l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant. Faire des tours de l'Atlantique. Moi, je pense qu'il va y avoir un renouvellement parce que c'est quand même la mer, c'est quand même une super façon de s'évader. Voilà, on décroche on décroche de tout. Donc voilà, après c'est vrai que peut-être que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports un peu plus les sports un peu plus fun entre guillemets sont peut-être un peu plus développés qu'avant. Donc parce que les jeunes sont peut-être un peu plus attirés par le kitesurf ou le wingfoil et ils font moins peut-être de voiles de compétition un peu traditionnelles peut-être, quoi. Donc Et ça, c'est possible, tu penses, même quand on n'a pas fait de voile enfant, de s'y mettre et un jour de préparer une croisière en bateau, en famille? ouais, la majorité des gens qui font ça, je pense, n'ont pas navigué enfant, hein. Donc après, il y a plein de façons de se former. Il y a voilà, Massif, ils ont Massif Centre Voile pour faire des stages de forme, enfin des stages pour apprendre à naviguer, à manier les bateaux. C'est vrai qu'il voilà, faut pas la mer, faut pas la sous-estimer, quoi. C'est sûr, c'est un endroit magnifique, mais qui peut être aussi très dangereux. Et c'est vrai que pour partir sur ce genre de choses, c'est important, surtout en famille, avec des jeunes enfants. Souvent, je pense que c'est bien de se former quand même de manière sérieuse avant d'y aller, quoi. Donc là, je pense que c'est bien de pas faire ça dans son coin. Et il y a plein de façons d'écoles de croisière pour se former avant de partir. Je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire absolument. Mais voilà, c'est un magnifique espace de liberté, l'océan, mais ça peut être un peu hostile et dangereux aussi si dans certains cas. Donc voilà, il faut se préparer. Donc là, tu rentres en France avec la New York Vendée. Et ensuite, il te reste quoi, 4 mois pour préparer le Vendée Globe? C'est quoi les 4 derniers mois de préparation? Est-ce que c'est plus physique, plus bateau, plus profiter de la famille? Alors ouais, la New York Vendée va se terminer début juin. Le bateau va rester un petit peu en Vendée parce qu'on fait naviguer des invités massifs sur le bateau. Après ça, on rentre à Concarneau. On va commencer à recevoir mes voiles pour le Vendée Globe. Je vais pouvoir commencer à essayer. Donc on va naviguer en entraînement jusqu'à mi-juillet à peu près. Après, le bateau va rentrer en chantier pendant un mois. Ça, on va renaviguer plutôt en deuxième quinzaine d'août. Moi, je prends un petit peu de vacances en famille pendant l'été.
Et après, ça va aller très très vite, hein, parce que dès le 15 octobre, on doit être dans le port des Sables d'Olonne pour 3 semaines, 3 semaines avant le départ. Et donc, je pense que dès la remise à l'eau fin août, là, après, ça va enchaîner très très vite et en un claquement de doigts, on va être au départ. Donc voilà, c'est ce chantier d'été, ce mois, on sort le bateau à sec, on sort le bateau de l'eau, on le démonte intégralement. On enlève mât, foil, quille, électronique, tout est démonté, vérifié, révisé. Donc on désosse complètement le bateau et après voilà, quand on le remet à l'eau, ça va aller très très vite après. Donc on a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a pas mal de formations médicales aussi à faire avant la course, voilà, pour apprendre à se soigner. Donc on a droit à une assistance médicale, mais par contre forcément, là, si je dois me recoudre ou poser des agrafes ou des stéristeries, faut que je l'apprenne. Donc ça, on a des formations médicales là-dessus. Donc au niveau dentaire, au niveau, à tous les niveaux, on a une énorme pharmacie, assez conséquente dans le bateau. Donc c'est pas tout d'en avoir une. Il faut savoir de quoi on parle et comment l'utiliser. Donc voilà, c'est ça. On passe pas mal de temps à faire ça aussi. Enfin, il y a pas mal de sollicitations médias aussi, conférences de presse et autres. Donc voilà, il y a pas mal de l'attention médiatique aussi va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure que la course va approcher. Donc voilà, il y a beaucoup on répond à beaucoup de sollicitations médias aussi. Enfin voilà, ça va être vraiment, on va vraiment rentrer, je pense, à la remise à l'eau. On va rentrer dans un entonnoir et en un claquement de doigts, on sera au départ du Vendée Globe. Et après, t'es seul. Enfin, genre, du jour au lendemain, tu me dis, là, tes coéquipiers, ils sautent du bateau, et là, t'es seul pendant, 70 jours, 80 jours. Ouais, exactement, ouais. J'ai des moyens de communication satellite, quand même, sur le bateau. Donc, je peux parler à ma famille, je peux parler à mon fils qui aura 6 ans, pendant le Vendée Globe. Donc, ça, je peux leur parler, je peux leur envoyer des petites photos, ils peuvent envoyer des petites photos. Donc, ça, c'est sympa. On n'est pas coupé du monde, quand même, quoi. Après, je peux faire aussi appel à mon équipe technique en cas de souci. Ils peuvent m'aider. Par contre, sur la partie météo, je me débrouille tout seul. Sur la partie mentale aussi, je dois me débrouiller tout seul. Mais oui, mais après, même s'ils peuvent me donner des conseils, si c'est moi qui interviens sur le bateau, quoi. Donc, lors de mon dernier Vendée Globe, j'ai dû monter en tête de mât. J'étais encore dans l'Atlantique Sud. Il y avait encore des albatros. Donc, je voyais les albatros voler en dessous de moi. Je passais 1 heure en tête de mât, donc à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer à bricoler. Et voilà, ça, même si je peux être conseillé par mon équipe, c'est quand même moi qui dois réaliser. S'il faut sauter à l'eau pour faire quelque chose sous l'eau, c'est forcément, il y a que moi qui peux le faire. Il n'y a pas le droit d'assistance physique de l'extérieur, il n'y a pas le droit aux escales aussi. Donc, faire attention aussi au matériel qu'on emmène, au matériel de rechange. Donc là, on passe beaucoup de temps à décider, à voir qu'est-ce qu'on emmène ou pas. Et voilà, l'escale est totalement interdite, quoi. S'il y a escale, il y a disqualification directe. Donc voilà, c'est une course qui est longue à préparer. C'est des années de préparation. Je pense que là, le Vendée Globe qui arrive, voilà, ça fait ouais, avec ce bateau là, ça fait depuis qu'on l'a mis à l'eau, qu'on le prépare. Et puis même, j'ai envie de dire plus que ça, quoi. Le Vendée Globe, c'est 4 ans, quoi, depuis que t'es arrivé. J'avais presque envie de dire que le Vendée Globe, je le prépare depuis que j'ai commencé la voile à 6-7 ans, quoi. Parce que c'est vraiment, on parlait d'expérience tout à l'heure, voilà, chaque jour sur l'eau, on apprend quelque chose et c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser sur la course. Donc voilà, c'est vraiment une vie de navigation qui sert sur le Vendée Globe. Tous les skippers que j'ai interviewés me parlent de mental, de préparation mentale, beaucoup plus finalement que de la préparation physique. Ça a vraiment l'air d'être la clé. C'est quoi la préparation mentale exactement? Parce que j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est très important. Personne ne veut vraiment en parler. Est-ce que c'est vraiment propre à chacun ou est-ce qu'il y a des secrets qu'on ne veut pas dévoiler? Je pense que c'est très personnel. Il y a nombreux préparateurs mentaux qui existent chacun d'ailleurs, tous les marins n'en ont pas. Mais ceux qui en ont... Là, tout le monde en a, même l'avant-dernier, le Belge, là, il en a. D'accord, ok. Et j'en ai eu plusieurs dans ma carrière. Et moi, généralement, je change tous les 2 ans, quoi. Parce qu'au bout d'un moment... Sur les mêmes techniques. Voilà, on est un peu sur les mêmes techniques, on a envie de découvrir quelque chose de différent. Et ce qui est sûr, c'est qu'un préparateur mental qui va parfaitement à un marin va peut-être pas du tout aller à un autre, quoi. C'est très personnel, forcément, les techniques, la façon
il y a des choses qui me parlent, qui vont peut-être pas parler à un autre marin et inversement. Et donc, c'est assez chacun. Par exemple, un truc vraiment qui t'aide énormément qu'un préparateur mental t'a donné. Il y a un truc que j'aime bien me rappeler, c'est essayer de produire. Son préparateur mental actuel qui m'a dit ça, c'est de produire un effort, mais en essayant de mobiliser le moins d'énergie possible, quoi, pour tenir sur la durée, quoi. Donc, par exemple, si je vais faire une manœuvre, je vais faire la manœuvre, mais je vais essayer de vraiment être à l'économie, d'être vraiment avare au maximum d'énergie, donc de produire l'effort nécessaire pour le faire, mais essayer de naviguer au maximum à l'économie pour en fait avoir un résultat identique qu'un engagement peut-être plus fort. Et je trouve que c'est un conseil que j'aime bien, quoi, qui marche très bien à la course au large, quoi, et d'essayer en fait d'économiser au maximum de l'énergie pour plus tard, quoi, parce qu'à un moment donné on en aura besoin. Donc peut-être que du coup je vais être bord à bord avec un concurrent assez longtemps, et en apparence on est à peu près au même niveau, mais au final voilà, de réussir à garder un petit peu plus d'énergie en réserve, ça va permettre de la réengager un peu plus tard, à un moment où peut-être l'autre en aura peut-être un petit peu moins. Voilà, ce conseil sur gérer l'énergie, je trouve que c'est intéressant, et ça marche dans plein de sports, quoi. Donc voilà, on peut voilà, par exemple, à pied, en natation. Ouais, je fais mon ouais, c'est ça, défi de l'efficacité. Je cours, mais en essayant d'être à l'économie. Je cours à la même vitesse, mais en essayant d'économiser. Et voilà, de la gravité. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est un conseil qui marche bien en bateau. Et dernière question, un de tes concurrents m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient allées dans l'espace que de personnes qui ont fait le Vendée Globe, enfin voilà, un tour du monde en solitaire et sans assistance. Et en effet, il y a plus de 800, presque 1000 personnes qui sont allées dans l'espace et seulement 80 personnes qui ont fait la Vendée Globe. Et moi, j'ai trouvé d'ailleurs, quand on voit vos cockpits, c'est vraiment un module lunaire, un petit vaisseau spatial minuscule, à l'économie, il n'y a rien à manger, même pour aller aux toilettes, c'est hyper compliqué. Enfin, vous êtes presque parti dans l'espace, quoi. Est-ce que tu te sens parfois vraiment comme Interstellar, Thomas Pesquet ? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on est au milieu du Pacifique, du côté du point Nemo, ce qui est le point le plus éloigné de toute Terre sur la planète, on est plus proche des astronautes de l'ISS que du premier terrien, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un petit point commun à ce niveau-là. On a rencontré des astronautes ? Ouais, Thomas Pesquet, ouais. Ah, ok. Ouais, on a pu discuter un peu. Voilà, il connaissait. Vous avez trouvé des points communs ? Il connaissait un peu mon actualité. Ouais, il suit le bateau. Il aime beaucoup le bateau. Il a déjà fait des transatlantiques à la voile. Donc voilà, c'est un milieu qui lui parle aussi. Moi, c'est un milieu que voilà, c'est pareil, ils tardent longtemps aussi. Ouais, j'admire forcément, je l'admire beaucoup, j'admire ce qu'ils font. Et il y a certains points communs, quoi. On est en autonomie totale. Voilà, en nourriture, on mange des choses assez similaires, quoi, pas mal de lyophilisés. Il y a aussi ce contact avec l'équipe à terre, qui est vital, qu'eux aussi, eux ont beaucoup. Et ouais, il y a quelques points communs, même si nous, voilà, on reste au niveau 0 pour le coup. Mais ouais, c'est un milieu, ouais, c'est quelque chose, c'est des personnes que j'admire beaucoup, et ouais, il y a quelques similitudes, effectivement. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra utiliser le bateau à voile pour voyager, transporter des matières premières plutôt que des énormes bateaux, des avions, des hélicoptères ? Est-ce que c'est un truc futuriste ? Est-ce que ton bateau sert un peu à développer ça ou pas du tout ? Ouais, ce qu'on appelle la mobilité douce, ou effectivement le transport à la voile qui est en train de se développer, hein. Bon, mon projet est basé à Concarneau, et juste en face de nous, il y a un cargo à voile là qui vient d'être mis à l'eau, qui est capable de transporter. Bon, ça reste des quantités bien plus faibles forcément qu'un méga porte-conteneur, mais quand même des quantités quand même assez importantes pour un bateau à voile. Et j'ai l'impression qu'on y revient, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train un peu de boucler la boucle. Pendant longtemps, la voile, les bateaux marchaient à la force du vent, et on est en train d'y revenir un petit peu là. Et je pense que c'est une super chose. Et effectivement, les technologies qu'on développe sur les bateaux, je pense qu'elles servent aussi les mâts en carbone. Les systèmes de gestion des voiles, de ces très très grandes voiles,
aussi par l'homme, ça peut se retrouver aussi sur ces bateaux. Et ouais, il y a beaucoup de startups là, beaucoup de sociétés qui travaillent sur le transport, le retour au transport à la voile. Et ouais, je pense que ça a un gros avenir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De gagner? Ouais, de gagner, c'est bien. Ça me va. Et t'es le seul à assumer de vouloir gagner. C'est dur d'assumer de vouloir gagner. D'ailleurs, sur ton bateau, il y a écrit ta place, c'est devant. Ouais, c'est mon directeur technique qui a écrit ça, ouais, Guillaume. Ouais, non, je pense qu'on est plusieurs hein, à assumer l'envie de gagner. Voilà. Après, moi, je fais du sport pour la compétition, pour la gagne. C'est la confrontation qui me fait vibrer. Et j'ai pas l'impression d'être le seul dans la course au large et dans le sport en général. Mais voilà, moi, je préfère me fixer ces objectifs-là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous a motivé pour vous aussi vous lancer dans une aventure, peu importe laquelle? Ça peut être n'importe quel défi sportif. Est-ce que vous avez eu envie de quitter la terre et de prendre la mer? On va débriefer la semaine prochaine avec David Ordonneau. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!